Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Rémi Tel. Bonjour Valentin. Vous êtes essayiste, écrivain, fondateur du collectif Peuple Libre, auteur de tous ces livres que l'on va citer, Paroles révoltées, Vaincre le Covidisme, La chute de Prométhée, tout ça c'est à retrouver aux éditions Perspectives Libres, et donc un premier roman qui est nouvellement édité mais qui est vieux de 10 ans, on pourra y revenir aussi, aux éditions du Verbe Haut, Le Vieux Témoin, qui raconte tout simplement la vie d'un homme au seuil de sa mort et qui doit transmettre un testament et un témoignage à son petit-fils. Alors on va en parler, on va y revenir parce qu'effectivement c'est un roman qui aborde énormément de sujets très actuels, mais je voulais quand même revenir sur des sujets encore plus actuels, c'est celle de la réforme des retraites. Aujourd'hui nous avons encore un acte de mobilisation pour des syndicats pour bloquer le pays et protester en tout cas et manifester leur opposition à cette réforme. Vous avez été l'un des premiers soutiens, des soutiens de la première heure. Vous avez très longtemps soutenu et vraiment avec force ce mouvement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ce mouvement a encore des chances d'aboutir ou en tout cas qu'il est encore utile ? Sur la réforme des retraites, sans doute pas. Alors, la réforme des retraites, je l'avais déjà dit dès le départ. Pour moi, c'était un instrument, en fait, pour libérer la France du pouvoir macroniste. Ça doit nous interroger de façon assez urgente sur la stratégie qui a été suivie et sur ses failles, notamment pour ne pas que cela se reproduise. Parce que beaucoup d'ingrédients étaient réunis pour permettre la libération du peuple français, et puis l'essai n'a pas été transformé. Nous portons aussi une part de responsabilité, donc il faut que ça nous serve de leçon pour la suite. Est-ce que vous pensez encore que cette solution peut être encore politique électorale au vu de, quand même, on a vu les manipulations de la Macronie, tant sur le droit constitutionnel que même des fois en s'asseyant totalement sur le droit, l'état de droit et ce droit qui organise nos institutions. Est-ce que vous pensez qu'avec des personnes qui à ce point-là ont envie de garder leur pouvoir coûte que coûte, la solution électorale ou même politique est encore possible ? Non, mon constat n'a pas changé là-dessus. Je ne crois plus aux solutions institutionnelles, mais ça suppose quand même de notre côté un minimum d'organisation et puis de courage aussi, de joindre un petit peu les actes aux paroles et de ne pas se contenter de 20 mots. Donc la balle est dans notre camp maintenant. Et ce mépris ce peuple français méprisé aujourd'hui, vous pensez qu'il peut se relever quand même ? Oui, il se relèvera, parce qu'il en a vu d'autres. Et il dispose en son sein de trésors inestimables. En un mois, j'ai fait quelque chose comme 7000 km sur les routes de France. Le pays tient. Et le pays tient parce qu'il y a des gens qui font vivre des solidarités locales, qui continuent à cultiver des savoir-faire, à inventer pour la France de demain. Mais c'est ces gens-là en fait, qui doivent reprendre aujourd'hui concrètement le pouvoir. Et notre rôle à nous, c'est de les y aider. Mais pour ça, il faut un petit peu de courage, une capacité aussi à s'unir par-delà des divergences sur d'autres sujets et un minimum de stratégie politique. Effectivement, et d'ailleurs ça nous fait un lien pour entrer dans votre livre, puisque l'un des témoignages, l'un des conseils que donne ce grand-père qui est au seuil de la mort à son fils, c'est peut-être une porte d'entrée, c'est justement s'investir dans le local. Et alors ce grand-père que vous décrivez, donc c'est un roman, une fiction évidemment, mais s'est investi, est devenu maire de sa commune, et vous pensez que c'est aussi par là qu'on reconquiert finalement non seulement le pouvoir en tant que tel, mais même la maîtrise de soi, puisque c'est une échelle sur laquelle on peut agir. Oui, il est en fait certain que l'avenir de la France ne se trouve pas à Paris, ou en tout cas ne se trouve pas qu'à Paris. Et depuis 1789, la capitale écrase le reste du pays. Je crois que c'est assez malsain, je crois que ça étouffe le génie français, que ça contribue aussi à une forme de dépérissement moral de notre peuple. Et donc, assurément, si on s'interroge par exemple sur le futur institutionnel de la France, il y aura quelque chose à faire en matière de renforcement de la décentralisation et d'accélération du transfert des pouvoirs à un certain nombre de territoires, que ce soit à l'échelon régional ou à l'échelon départemental. Il faudra en discuter. Mais ça, c'est une piste sérieuse sur laquelle travailler pour la suite.
Effectivement. Alors ce roman date d'il y a 10 ans maintenant, vous l'aviez écrit quand vous aviez 20 ans, et c'est un roman qui veut se projeter dans la tête, dans l'esprit de quelqu'un au seuil de la mort à 73 ans. Alors de quoi est-ce le nom, cette volonté à seulement 20 ans, quand on est encore dans la fougue de la jeunesse, de vouloir essayer de se projeter dans quelqu'un au seuil de la mort? Peut-être d'une névrose. Sans doute. En tout cas, il y a toujours eu cette espèce de point de mire dans ma tête. Quelle sera la tranquillité ou non de mon âme, de mon esprit au seuil de la mort. Et paradoxalement, la tranquillité des derniers jours s'achète au prix de l'intranquillité de toute une vie. Et c'est sur cette question que j'ai voulu réfléchir il y a 10 ans déjà, à travers ce texte. Quel bilan tire-t-on de son passage sur Terre, de ses lumières, de ses ombres? Est-ce qu'on peut partir satisfait, ou est-ce qu'il manque toujours quelque chose, et que transmettons à ceux qui nous suivent? C'est des questions éminemment importantes pour chacun d'entre nous. Et en même temps, vous le faites à 20 ans, c'est-à-dire que vous assumez de le faire, de vous projeter dans des conseils que vous n'avez pas encore quelque part vécu, en tout cas avec l'épaisseur de la vie. Donc c'est quand même assez intéressant. Qu'est-ce que ça dit d'une génération aussi? Oui, c'est un jeu de rôle ou un exercice de pensée assez ardu. D'ailleurs, je prétends pas y avoir répondu parfaitement. Ce serait intéressant d'avoir le retour de gens qui sont âgés eux-mêmes de 70-80 ans pour savoir ce qu'ils jugent de ce texte. Mais effectivement, de se préparer d'une certaine façon à ces questionnements terminaux. Je crois que le divertissement a toujours fait partie de la vie, Pascal en parlait très bien, mais aujourd'hui il a pris une forme de dimension industrielle. On se retrouve très rarement face à soi, et c'est dans les derniers jours, dans les dernières semaines parfois, qu'on se pose des questions sur sa vie qu'on aurait dû se poser depuis bien, bien longtemps. On est une époque qui particulièrement fuit la question de la mort, et d'ailleurs les débats actuels sur la fin de vie le montrent bien. Et donc j'ai essayé de m'y confronter dans ce texte, de ne pas y échapper, et de faire ce travail d'une certaine façon en amont, et peut-être que ce sera plus facile le jour où moi-même je me retrouverai dans cette situation. On vous le souhaite, mais est-ce que c'est pas aussi le signe d'une génération, puisque on fait pratiquement partie nous deux de la même génération, cette génération dont les grands-parents ont vécu mai 68, qui donc ont laissé passer une génération, celle de nos parents, qui a été, entre guillemets, dépourvue de transmission, en tout cas, ou dont la valeur de transmission se sont très amoindries. Et puis nous sommes arrivés dans une période où les conditions économiques de ce pays ne permettaient même plus finalement de se réaliser économiquement, qui était la dernière promesse qui était tenue pour nos parents. Et donc on se retrouve avec une volonté de transmettre, et en tout cas de retrouver la valeur de la transmission. Est-ce que c'est pas aussi ce signe-là, de fait de vouloir déjà se projeter dans un homme de 73 ans alors qu'on a seulement 20 ans? Oui, sans doute. Sans doute, on ne dit jamais ce qui va de soi. Donc il y a dans la réflexion sur la transmission aussi, sur l'identité, sur l'histoire, quelque chose qui n'allait pas de soi, et c'est la raison pour laquelle il a fallu le penser et le coucher sur papier d'une certaine façon. Alors à titre personnel, j'ai été assez chanceux, parce que mes grands-parents m'ont beaucoup transmis, m'ont beaucoup inspiré. C'est aussi une forme de témoignage d'affection vis-à-vis de cette génération que ce texte d'affection et d'admiration pour ce que le temps a construit, a endurci, mais au bon sens du terme. L'âge est aussi une forme de lent et délicieux mûrissement. En tout cas, il peut l'être. Et il y a cette expression dans la langue anglaise, on parle d'old soul, vous savez, des vieilles âmes. On dit que certains sont des vieilles âmes. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup, beaucoup parlé. De m'imaginer un peu travaillé par le temps, travaillé par les événements, par les épreuves de la vie. Et donc d'essayer de me projeter dans cette existence, celle d'un homme en fin de vie, Antoine, et de ce qu'il peut ressentir à ce moment-là. Parce qu'effectivement, on vous opposez forcément, on va opposer le monde d'Antoine, le monde de sa vie des années 50-60 au monde actuel, et on pourrait
en partie définir le monde actuel comme un renoncement à la transmission, comme se sacrifier sur l'autel de la liberté individuelle. On pourrait presque dire aujourd'hui, quelqu'un qui est très à l'aise avec la psychologie contemporaine pourrait dire qui est ce Antoine, de où se permet-il, comment se permet-il, comment peut-il se permettre de transmettre quoi que ce soit à son enfant, d'attenter finalement à son autodétermination. En fait, il y a une erreur fondamentale du néolibéralisme, comme on l'appelle couramment, qui était de croire qu'il suffisait d'additionner des individus pour faire un groupe, alors qu'en fait l'individu part du groupe. La relation inverse est assez illusoire. Lorsque un bébé girafe, un girafon naît, il est, pardonnez-moi l'expression, mais entre guillemets terminé. C'est-à-dire que ces apprentissages essentiels sont déjà inscrits dans son génome et très vite il pourra accéder à l'autonomie. C'est pas le cas de l'être humain, c'est la spécificité de l'espèce humaine que de devoir passer par l'autre justement pour se réaliser pleinement elle-même. Et ça, notre époque le dénie. Et en réalité, ça fabrique des individus désindividués d'une certaine façon. C'est-à-dire qui, plus que jamais, sont offerts aux lubies d'un moment parce que la vie intérieure disparaît peu à peu. C'est le fameux complot contre la vie intérieure dont parlait Bernanos. Conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. De la modernité. Et donc, plus que jamais, on a besoin de retrouver cet esprit de transmission et la jeune génération le recherche, assurément. Alors, transmission, mais ce n'est pas une transmission très particulière. Là encore, vous êtes horriblement réactionnaire dans votre manière d'écrire, puisque c'est une transmission d'un grand-père à son petit-fils. C'est une transmission d'homme à homme. Donc c'est aussi un texte sur la paternité, sur la spécificité de la relation homme à homme, puisque d'ailleurs, je crois que vous le dites d'entrement, le petit-fils a une sœur, mais ce témoignage s'adresse spécifiquement à son petit-fils. Alors qu'est-ce que cette spécificité de la relation intramasculine ? En fait, elle n'a rien de spécifique et elle a tout de naturel, sauf aujourd'hui. Vous voyez, j'ai fait une insomnie cette nuit et donc je zappais sur les différentes chaînes et je tombais sur un clip là, d'un nouveau chanteur qui parle de la virilité stupide. Il adresse une chanson à son fils et il lui parle de la virilité abrutie, je crois. Vous retrouvez, c'est pas une mauvaise chanson d'ailleurs, mais bon, et en fait ça signe une époque qui singe en réalité la virilité pour mieux essayer de l'abattre, alors que tous les enfants ont besoin d'un père et il suffit de se présenter dans une séance de comparution immédiate pour comprendre à quel point l'absence d'un père peut aussi perturber un parcours de vie. Donc les pères sont importants dans l'évolution, les pères et les grands-pères. Et donc là, il y a une transmission avec un saut générationnel, effectivement, puisque cet Antoine a une fille qui elle-même a un fils, Mathias, à qui s'adresse le texte, et une fille, Clara, qui est mentionnée, mais sans être destinataire du texte. Et donc, oui, il y a une sorte de passage de témoin aussi masculin dans ce travail. Effectivement, alors on va revenir un petit peu sur la vie de cet Antoine, puisque vous avez façonné sa vie de manière à laisser un nombre de messages assez forts. Alors c'est un homme qui naît d'ailleurs lui-même, alors ça c'est assez intéressant, puisque dans sa volonté de transmettre, puisque lui-même a été adopté, en tout cas il a été recueilli dans un couvent quand il était jeune, puisque sa mère, vous allez peut-être vouloir le dire, sa mère, je vous laisse peut-être développer un petit peu sur son personnage, je vais pas le faire à votre place. Non, effectivement, il y a une histoire qu'il découvre au fur et à mesure de sa vie et qui est assez singulière, puisqu'il se trouve qu'il est un fils de Bosch, en fait, et d'une maman qui travaillait dans les bordels de la Wehrmacht. Ça est assez peu connu, et c'était encore moins connu, d'ailleurs, à l'époque où j'ai écrit le livre. Mais vous savez que dès 1940, en fait, on a mis en place, sur le territoire de la France occupée, un système de maisons de plaisir à destination des soldats allemands, et un certain nombre de femmes françaises y ont été envoyées, souvent forcées, et donc ça rejoint, c'est là où ça
où ça rejoint, où ça coïncide avec l'histoire de ce personnage, Antoine, puisque sa mère, en fait, après avoir été arrêtée, elle était chanteuse dans un cabaret du côté de Montmartre, soupçonnée, à tort d'ailleurs, d'entretenir des relations avec les Allemands, sera finalement envoyée, après un passage dans un camp d'internement dans l'Indre, dans l'un de ces bordels militaires de la Wehrmacht, et de ce travail forcé, de cette condition d'esclave sexuel, naîtra en fait cet Antoine, qui est donc le personnage principal du roman. Et donc cet Antoine, il va grandir dans un monde particulier, celui des années 50, de la France qui se reconstruit, mais aussi d'une France qui, même si elle se reconstruit matériellement, reste assez intacte, peut-être pas le mot, mais en tout cas assez préservée sur le plan de la morale, sur le plan de la tradition, des valeurs communautaires. Et donc on voit vraiment, vous illustrez parfaitement cette France où tout est simple dans le sens le plus beau du terme. Donc c'est une France où finalement il règne une sorte d'harmonie. Les professeurs d'école, les gens s'aiment parce qu'ils se reconnaissent entre eux. Il y a aussi cette espèce de ce mélange d'affection et de filia un peu grec. Donc voilà, c'est aussi vous décrivez un monde disparu qui c'est très nostalgique finalement. Oui, c'est la douce France de Charles Trenet, c'est ça, d'une certaine façon. Celle des plaisirs, celle des amitiés fidèles, celle des joies légères parfois, celle qu'on regrette aussi beaucoup, qu'on retrouvera peut-être jamais plus, mais en tout cas qui a été assez iconique dans l'imaginaire national et dans celui de notre génération en particulier. Donc c'est de cette France dont je parle, même s'il y a une part aussi d'inquiétude dans le texte que transmet Antoine. Je le relisais hier, pour être très honnête, ça faisait quasiment 10 ans que j'avais pas lu ce texte. C'était difficile pour moi d'y revenir, parce que tout un tas de raisons, vous savez, on évolue, il y a des choses où on se dit qu'on les aurait écrites différemment, etc. Et puis comme je venais vous voir ce matin, je me suis dit quand même, il faut que je trouve le courage de le relire. Moi, c'est des amis qui m'ont poussé à publier ce texte. J'ai eu le décès de mon grand-père aussi, qui a participé un peu à ce processus, et puis les échanges avec mon éditeur Sylvain Durin que je salue et que je remercie. En tout cas, je relisais le texte hier et je notais qu'il y a certaines pointes d'inquiétude. On y parle déjà du conflit avec la Russie, on y parle déjà un peu du transhumanisme, de l'accélération de l'histoire, et malheureusement ces intuitions d'il y a 10 ans n'ont pas été démenties. Mais c'est vrai que vous abordez des sujets assez prémonitoire, il faut le dire, effectivement, le transhumanisme, ce conflit avec la Russie, alors qu'on est en 2013 quand vous écrivez, c'est ça 2013, oui. 2013, alors déjà à l'époque, vous étiez un 2014, complotiste russophile, d'accord, donc ça fait 10 ans. Effectivement, donc il y a des thèmes qui sont qui sont devenus, par la force des choses, extrêmement actuels. Vous n'avez pas réécrit, vous n'avez rien réécrit, vous avez rien n'a été retouché. C'était le contrat que j'avais passé avec moi-même. Retoucher à ce texte, c'était trahir le jeune homme qu'il avait écrit, et donc la publication n'aurait eu aucun sens. Il me semble que s'il peut y avoir un intérêt à ce texte, c'est justement ce que vous décriviez au début, Valentin, à savoir d'une projection en fait d'un jeune homme de 20 ans dans la fin de vie, dans l'automne de la vie d'un vieillard. Et donc c'eût été trahir le texte, me trahir moi-même, trahir le personnage, Antoine, que de le réécrire aujourd'hui. Donc le texte est inchangé depuis 10 ans. Alors effectivement, donc, pour en revenir à cette douce France de Charles Trenet, il y a une sorte d'harmonie aussi dans l'identité, c'est-à-dire qu'effectivement ce texte parle énormément d'identité, ce qui est normal quand on veut témoigner, transmettre. C'est une forme d'identité en poupée russe, c'est-à-dire que on est effectivement, alors il y a toujours on est d'abord d'une commune, d'un département, mais ça part même du jardin finalement. On est d'un jardin, puis d'un village, puis d'un département, et tout ça est très harmonieux et très cohérent en fait. C'est une forme de poupée russe extrêmement cohérent. Oui, il y a une forme de continuité dans le caractère du personnage avec la terre qu'il habite, qui est la terre des Landes. Et je parle beaucoup de la forêt des Landes, des pins des Landes, etc. D'ailleurs, il y a un arbre, pour la petite anecdote, qui m'a énormément inspiré, moi, dans la rédaction de ce livre, qui est l'arbre du jardin de mes grands-parents. Alors, il ne s'agit pas d'une autofiction, mais c'est vrai qu'on tire toujours des éléments de sa propre vie pour écrire. Et vous voyez, cet arbre qui était centenaire a été abattu le jour de la sortie du livre. Ce qui est une coïncidence assez troublante. Finalement. Mais donc il y a une continuité
en fait, entre le personnage, son milieu, un personnage pris dans ses contradictions entre la recherche de la reconnaissance sociale et en même temps le désir d'une forme de tranquillité d'âme, de paix, de sérénité aussi. Il va être beaucoup aidé sur ce chemin par son épouse, par sa fonction de maire de village. Oui, il y a une forme de quête aussi dans cette sérénité là que j'essaie de retranscrire dans le livre. Complètement, on va revenir sur cette quête, on va revenir sur ce que vous avez voulu transmettre à 20 ans dans la tête de quelqu'un de 73 ans. Mais tout de suite, il est 9h sur Ligne Droite et nous fait un petit point d'information avec Emmanuel Noël. Vue de haut. Nous sommes toujours avec Rémi Tel, essayiste, écrivain, fondateur du collectif Peuple Libre et auteur de son premier roman, Le Vieux Témoin, qui paraît aujourd'hui aux éditions du Verbe Haut. Alors, voilà, donc c'est un testament, un témoignage que Rémi Tel écrit en se projetant dans la tête d'Antoine, un homme de 73 ans au seuil de la mort, malade, qui va écrire à son petit-fils Mathias pour lui apprendre, essayer de lui apprendre ce que les maigres expériences qu'il a pu acquérir au cours de sa vie. Je voudrais revenir aussi sur une de ces expériences, forcément, c'est l'affirmation de soi, puisque pendant une de ses péripéties, il raconte comment à l'école, il a une fois osé dire, il y avait une question, la maîtresse demandait combien font 1 fois 1000, 0 fois 1000, pardon, 0 fois 1000. Et donc toute la classe a répondu 1000, sauf cet Antoine qui a répondu 0, et donc il n'a pas eu peur de s'affirmer et d'affirmer qu'on peut avoir raison contre tout le monde. Alors là, on retrouve aussi peut-être quelque chose d'un peu personnel, notamment au niveau... Oui, là pour le coup, il y a un élément autobiographique. C'est une histoire qui m'est véritablement arrivée et qui a été assez marquante parce qu'il se trouve que j'étais un enfant très solitaire et très malheureux à l'école dans les premières années, et que pour la première fois, là, devant les camarades, j'avais quelque chose à leur proposer, à faire valoir devant eux. Et oui, ça a été un moment qui m'a beaucoup marqué dans ma vie, et je pense que dans mon engagement là, par exemple durant le Covid, c'était assez important le fait de dire c'est pas parce que on a 100 Gugus en face de soi qui racontent la même bêtise qu'il s'agit d'une vérité pour autant, quoi. C'est d'autant plus important dans une société de masse où effectivement il n'y a pas de surmédiatisation, mais il y a un surbruit médiatique qui fait que finalement les mêmes titres paraissent dans les journaux différents, et en fait on a l'impression d'un effet d'encerclement de masse, alors qu'en fait c'est simplement un conformisme qui est amplifié par une grande échelle, quoi. Bien sûr, et ça Antoine en parle aussi d'ailleurs dans le texte de cette exclusion par l'organisation de l'indifférence autour de celui qui conteste, celui qui résiste, mais aussi de la moquerie, de cette ironie qui est devenue tellement courante contre finalement des idées somme toute très respectables. Donc oui, c'est des phénomènes massifs, encore une fois, qui ont toujours été traversé nos sociétés, mais qui aujourd'hui, par le truchement d'Internet notamment, atteignent une échelle assez colossale, quoi, une échelle plutôt industrielle. Et alors, il y a aussi des joies quand même dans ce livre. Il y a forcément, dans la vie d'un homme, n'est pas faite que de pluie et de tristesse. Il y a une éloge forcément, c'est presque un peu bateau de le dire, mais en même temps, il faut quand même le dire et le proclamer, l'éloge de l'amitié. On reviendra peut-être à l'amour ensuite, mais cet éloge de l'amitié, puisque cet Antoine va avoir un ami très proche, avec qui d'ailleurs il va voyager dans sa vie. Donc il y a aussi cette notion du voyage entre amis qui est très importante, ce qui montre que il y a une transmission qui est essentielle, verticale entre les générations, mais il y a aussi un devoir d'apprendre mutuellement entre les gens de son âge et de se découvrir aussi par la psychologie d'un autre jeune de 20 ans qui lui aussi a du monde à découvrir. Oui, bien sûr. Alors, ils se retrouvent après, parce qu'ils se rencontrent pendant le service militaire, et puis il doit se passer quelques années avant qu'ils se voient pas, et ils se retrouvent après. Mais il est en fait certain qu'il y a un écho en fait, entre leurs deux parcours, alors qu'ils sont pourtant assez différents l'un de l'autre. Mais ils vont se retrouver sur les routes, notamment, sur des discussions politiques, sur des silences aussi. Je trouve que l'amitié, c'est la capacité de supporter sans gêne un silence, souvent avec quelqu'un.
Et quand on fait le compte de sa vie, on se rend à l'évidence souvent de se dire tout seul, en fait, il ne se serait pas du tout passé les mêmes choses. Et c'est toujours des rencontres que l'on fait, et notamment des rencontres amicales, parce que il est de plus en plus rare que l'amour dure toute une vie, et on peut le regretter, mais en tout cas c'est comme ça. Par contre, les amitiés, elles souvent durent, et souvent c'est ces rencontres amicales qui permettent de trouver aussi son propre chemin. À nouveau, on a besoin de l'autre pour accéder à soi-même, et c'est l'expérience que va faire Antoine avec cet ami Louis. Alors, les amours ne durent pas toute une vie, mais quand même, vous semblez placer, enfin en tout cas Antoine, votre personnage semble placer l'amour au-dessus de l'amitié, finalement, quand même. Il est plus flamboyant. Il est plus flamboyant, il est plus majestueux, mais il est aussi plus rare, il est aussi plus fragile. Parfois, les racines sont moins profondes. Donc, c'est un peu l'ambivalence de l'amour, qui est comme un oiseau toujours susceptible de s'envoler si on n'en prend pas suffisamment soin. Alors, par chance pour lui, cet amour perdure dans sa vie, et ce sera d'ailleurs un élément assez structurant dans sa stabilisation progressive après cette enfance un petit peu chaotique qu'il a eue. Et il trouvera quelqu'un, France, elle s'appelle France, sa femme, qui va beaucoup apaiser ses inquiétudes, qui va tempérer aussi ses désirs, tempérer un peu ses excès. Et je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse souhaiter finalement dans une relation amoureuse, non pas d'être changé par l'autre, mais de trouver dans l'autre une sorte de consolation à ses propres turpitudes. Oui, parce que le fait que les amours durent de moins en moins longtemps, c'est aussi... Là aussi, c'est presque un lieu commun de le dire, mais c'est qu'on voit finalement, on voit seulement l'aspect passionnel, pulsionnel, et on voit dans l'amour une source d'épanouissement individuel plus qu'un véritable engagement à l'autre. C'est-à-dire qu'on prend l'amour comme on utilise une femme, comme on utilise une voiture, et puis quand elle nous plaît plus, on change aujourd'hui, malheureusement. C'est un peu vulgaire de le dire, mais... En fait, ce que va découvrir Antoine au fur et à mesure de sa vie, et c'était pas du tout le présupposé initial, c'est que justement le temps long seul permet de construire quelque chose. Et au départ, avec ce traumatisme un peu de vie, d'avoir été abandonné, cette honte aussi d'être né fils d'Allemand, il va arriver à la grandeur, à la réussite sociale, mener une carrière d'avocat à Paris, etc. Et puis en fait, au moment de quitter cette terre, il se rend davantage compte que ce qui aura été important pour lui, c'était les liens durables qu'il aura noués, que ce soit en amitié ou que ce soit en amour. Et donc c'est aussi une forme d'éloge du temps long, ce texte. En tout cas, je l'espère. C'est comme ça que j'ai essayé de le penser. Mais ça se comprend effectivement très bien. Alors pour ce rapport à la mort, puisque c'est quand même ce qui obsède Céline, il y a cette inquiétude de voir que la mort touche autant, la fin de vie touche autant le corps que l'âme. Alors le corps forcément s'use avec le temps, ça c'est une évidence, mais il y a également dans la mort une forme d'épuisement de l'élan vital de l'homme, ce qui lui est le plus cher. Et ça fait beaucoup, ça peine beaucoup Antoine, surtout qu'il y a aussi un très bel éloge de l'étonnement de l'enfance. Ce que vous demande Antoine en particulier à son petit-fils, c'est de conserver ces espèces d'étonnement d'enfance qui rend finalement la vie à la fois plus supportable et en même temps qui fournit un élan vital supérieur qui permet de vouloir toujours découvrir des choses. Il est pris entre beaucoup de contradictions, comme nous tous, bien sûr, évidemment. Mais avec un rapport à la mort très, très ambivalent, où d'une part il y a l'angoisse du dépérissement, enfin certaine, et il la décrit, et en même temps une forme de perspective de délivrance aussi, parce qu'on comprend que c'est quelqu'un qui a vécu dans l'intranquillité toute son existence durant, et pour qui, voilà, c'est enfin fini. La mort, c'est aussi être délivré du souci de vivre, d'une certaine façon. Et donc, il y a un choix que j'ai voulu adopter, parce que c'est peut-être aussi en tout cas, je suis sensible aussi à cette idée-là, de dire que ce qui est le plus pénible parfois, c'est d'être ici et de devoir lutter pour l'œuvre qu'on doit accomplir, de devoir lutter pour rester fidèle à ses principes, pour demeurer digne aussi face à la vie, à ce qu'elle peut nous infliger, aux ironies cruelles du destin.
Et puis, il y a un moment où tout se termine. Et surtout, quand on croit, on peut avoir tendance à penser que c'est le repos final, dans le meilleur sens du terme. Bien sûr. Alors, vous parlez aussi de Dieu dans ce livre, mais cet Antoine, oui, il a un rapport à Dieu qui est un petit peu particulier, puisque il semble le considérer un petit peu de l'extérieur, entre guillemets. Il semble le considérer un petit peu pas en surface, mais c'est-à-dire qu'il voit, il a du mal à saisir quand même la profondeur de la vie intérieure, et ça aussi, ça fait partie de ses questionnements. Il est très obsessionnel, en Oui. fait. Donc, lui, il a besoin de preuves. Donc, puisque personne n'en détient... Il vient de toucher comme saint Thomas. Exactement. Heureux sont ceux qui ont cru sans voir. Et lui, il est malheureux, justement parce qu'il n'a pas vu. Et donc, il attend de voir. Et c'est pour ça aussi qu'il est d'une certaine façon un peu impatient. On le sent parfois un peu impatient d'en terminer. Mais il est en fait certain qu'il y a un questionnement sur l'origine, et donc sur l'origine de la vie de façon plus large. Et ce questionnement devient vraiment manifeste dans le rapport que le personnage entretient avec la nature, notamment. L'organisation du monde, la magnifique organisation du monde, le réglage fin de ces choses qui traversent, des forêts, le vent sur sa peau, l'océan qu'il aborde chaque jour. C'est plutôt un prisme d'une religion naturelle, d'une certaine façon, que d'un homme qui aurait été touché par une foi révélée. De l'incarnation, du ressenti. Exactement. Et d'ailleurs, avec les hommes, c'est parfois un petit peu plus compliqué, notamment dans sa fin de vie. Ça, c'est une autre de ses contradictions. Et une colère. Une colère. Aussi. C'est-à-dire qu'il attend, il réclame la justice. Oui. Il réclame la justice sur Terre. Et donc, comme il ne la trouve pas, c'est un défi à Dieu aussi que de non pas nier son existence, mais en tout cas de ne pas s'offrir complètement à lui. Ce refus de s'abandonner parce qu'il y a une forme de déception, quoi, face à l'injustice aussi de la condition humaine. Complètement, et même avec son entourage proche. Alors là, ça touche plus directement à ce qu'il vit dans ces derniers jours, mais il y a malgré le fait qu'il invoque l'amitié, les belles valeurs humaines de la communauté, lui s'énerve à chaque fois quand il voit les autres lui cacher sa maladie ou lui cacher la mort de quelqu'un, le prendre un petit peu pour un enfant, pour quelqu'un qui ne maîtrise plus ce qu'il est, et donc en fait il y a cette espèce de pudeur pour ne pas faire souffrir qu'il révolte aussi beaucoup. Oui, parce qu'il l'interprète comme une forme de lâcheté, et que la lâcheté c'est la grande révolte de sa vie, notamment. Donc ce qui vise à le préserver, en réalité, l'irrite. Et d'ailleurs, je pense que dans le rapport qu'on a à nos aînés, il y a beaucoup de choses qu'on fait, qu'on ne dit pas parfois et qu'on devrait dire, parce qu'ils sont capables de l'entendre et parce qu'ils le savent très bien, d'ailleurs. Et ne traitons pas nos aînés comme des enfants, même si ce livre est aussi un appel à conserver une forme d'âme enfantine, en tout cas dans le regard qu'on porte sur le monde. Alors il y a un autre questionnement aussi, on touche à sa fin, mais un autre de questionnement, c'est aussi la question de la liberté de l'homme face à son destin, la question de, dans ce monde encore plus industrialisé, où vraiment la masse est devenue la norme, quelle est, notre capacité d'agir, non seulement sur le monde, mais même sur soi-même finalement. Est-ce que ça, c'est un vrai questionnement, c'est la liberté de l'homme face au monde? Oui, alors il y a une maîtrise qui lui échappe, puisque en l'occurrence il est atteint d'un cancer et que le cancer le dévore peu à peu. Donc ça rend humble, et peut-être que ça soulage un peu aussi de l'ambition du contrôle, et on voit bien que c'est une ambition du contrôle qu'il avait cultivée assez longtemps. Peut-être que la solution, il la trouve dans une forme d'acceptation et pour le coup de mise en lien avec une histoire plus universelle. C'est-à-dire que quand il inscrit finalement son parcours dans celui de l'homme avec un grand H, de l'homme mortel, il y a une réflexion sur les étoiles, et il y a une petite métaphore sur cette un peu danse des morts au ciel. Là, on sent une forme d'apaisement. En tout cas, il est en fait certain, puisqu'en plus on parle beaucoup de la fin de vie là en ce moment, que je crois que l'idée de maîtriser complètement sa mort, de l'enjamber même d'une certaine façon,
est non seulement illusoire, mais elle est profondément dangereuse. Pourquoi? C'est ce que ça... Parce que justement, elle nous évite ces questionnements. Elle nous évite de faire le point. Elle réifie l'homme, finalement. Bien sûr, et bon, la jouissance passe, donc il n'y a plus rien à vivre, on s'en va. Alors qu'on voit bien, et les exemples autour de nous sont innombrables, que même quand il y a la souffrance, même quand il y a la solitude, il y a des choses à vivre, et il y a des choses à raconter, et c'est aussi ce que j'ai voulu dire dans ce livre. C'est-à-dire qu'il y a des vies cachées, il y a des trésors cachés, il y a des intériorités qui méritent d'être poursuivies autant que la vie le permet, en fait. Et pour finir, alors, c'est un appel finalement aussi aux vertus, une des vertus suprêmes qu'il prête à l'homme, ce sont à la fois l'humilité et l'incertitude. Alors on est revenu longuement là-dessus, mais effectivement, l'humilité, c'est ce qui fait l'homme, c'est ce qui donne toute sa grandeur à l'homme. C'est un peu le message final de votre roman, non? En tout cas, il appelle l'homme à rester lui-même et à se protéger de sa propre hubris. Et on parlait sur cette antenne il y a quelques jours de Neuralink, des prothèses. On se rend bien compte à quel point tout ça est actuel. C'est-à-dire que là, on est dans une hubris, et c'est sans doute la menace la plus importante en réalité sur l'avenir de l'espèce humaine. Donc, je crois que c'est un conseil assez sage finalement qu'il donne. Qui est un conseil sage et très actuel, qui montre comment on peut vivre de manière traditionnelle en se basant sur le temps long, sur la tranquillité, sur la simplicité. Merci beaucoup Rémy Tel pour ce roman que je vous conseille sincèrement de vous procurer. Le Vieux Témoin, c'est à retrouver aux éditions du Verbe Haut. Je rappelle Rémy Tel que vous êtes essayiste, écrivain, fondateur du collectif Peuple Libre et puis auteur de 3 autres livres, cette fois-ci aux éditions Perspective Libre, Paroles révoltées, Vaincre le Covidisme et La chute de Prométhée. Merci à vous.